Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors on se retrouve dans notre boutique de La Penne-sur-Yvonne pour clôturer mon top 50 2018 de mes jeux préférés. Donc en fait je vais vous parler aujourd'hui de mes 10 jeux préférés, en commençant à la 10e place par un jeu abstrait qui est extrêmement riche en termes de tactique. Il s'agit de Hive. Alors Hive, j'adore parce qu'en fait on n'a pas de plateau. On va constituer en fait une ruche avec un amalgame d'insectes différents qui ont chacun une règle spécifique. On a le scarabée, on a l'araignée, la coccinelle, le moustique. Donc à nous de combiner avec justesse les particularités de chaque insecte afin de capturer la reine. Donc en fait c'est vraiment très intéressant parce que chaque partie est différente et ce côté sans plateau et jouer à 360 ça me plaît énormément. Ensuite, donc Hive à essayer dans notre ludothèque évidemment. Alors ensuite on a en 9e position For Sale. Alors For Sale c'est un jeu d'enchères où en fait on va acheter des maisons que l'on va ensuite essayer de vendre au meilleur prix. Donc le design est très très joli, les parties sont rapides, il y a énormément de choses que j'adore dans ce jeu. Donc oui, effectivement, le visuel, la mécanique de jeu, le fait que ce soit rapide à jouer, qu'on peut jouer avec plein de mondes différents. On peut d'ailleurs jouer jusqu'à 6. C'est relativement rare dans un jeu de société, donc ça c'est super bien. Et en fait, dans ce jeu, on a 40 habitations différentes qui va en fait du simple carton à la station orbitale. Et on va devoir à chaque tour faire des enchères avec l'argent qu'on a de base pour essayer de récupérer les meilleures cartes. Où on essaye à ce que les autres payent le maximum d'argent les maisons, les habitations qu'ils acquièrent. Et il y a une deuxième phase du jeu où on va se mettre sur le marché, on va dire, les maisons qu'on a achetées pendant tous ces tours-là, et on va essayer de récupérer un maximum d'argent. Donc en fait, on joue chacun une carte face cachée. On voit l'argent qui est mis au milieu et celui qui a la meilleure valeur récupère le chèque le plus important. Donc c'est assez sympa parce que y a ces deux phases-là, avec ce côté achat, enchère, revente. Donc il y a un petit peu de mémoire parce qu'il faut se souvenir de qui a quoi comme carte. Donc franchement, c'est à vivre. En voyant le jeu, c'est beaucoup plus simple que mes explications, mais en jouant, vous verrez que c'est vraiment un jeu qui est très agréable. Ensuite, nous avons en 8e position Les Aventuriers du Rail, un grand classique avec une énorme déclinaison. Oh, là, je vous ai mis une plus grosse boîte. Les Aventuriers du Rail autour du monde. Alors moi, j'ai la chance d'avoir la version collector des 10 ans, qui est absolument splendide, avec des boîtes en métal, avec des wagons qui sont ouvragés. Franchement, c'est super bien, avec une carte immense. J'aurais bien aimé la vendre au magasin, mais malheureusement, elle est plus distribuée. Ça, c'est vraiment dommage, dommage, dommage. Bon, peut-être qu'un jour elle reviendra, sait-on jamais. Alors, Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu qui est vraiment intergénérationnel, qui est simple à appréhender, et en même temps, il peut être très tactique. Donc ce qui est agréable, et souvent ça fait partie des meilleurs jeux, les gens qui veulent être hyper tactiques, ils peuvent l'être, et ceux qui veulent tout simplement passer un bon moment et en fait se faire leur parcours, ils peuvent le faire sans aucune difficulté. Donc quand on peut côtoyer, quand plusieurs types de joueurs peuvent se côtoyer sur le même jeu, je trouve ça vraiment intéressant comme concept. Tout le monde y trouve son compte. Donc en fait, en gros, vous avez une carte, donc ça soit la carte de l'Europe, soit la carte des États-Unis, de la France, donc il y en a tout un tas. L'idée en fait c'est de récupérer des cartes de wagons de couleurs afin de pouvoir à un moment rejoindre deux destinations, donc Paris-New York, ou différentes villes en fonction de l'extension.
Et vous devez en même temps, vous avez des objectifs cachés où vous devez aller d'une ville à une autre en combinant plusieurs parcours et qui vous rapportent aussi des points de victoire. Donc franchement, c'est vraiment super sympa. C'est un très très beau concept qui marche depuis plusieurs années maintenant. En 7e position, alors j'ai enlevé cette grosse boîte. En 7e position, on a un jeu de l'un des meilleurs auteurs de jeux actuels et des plus prolifiques d'ailleurs. Donc comme quoi, on peut faire de la quantité et de la qualité. Alors, un jeu de monsieur Bruno Cathala, Abyss, qui reste encore l'un, voire le plus beau jeu du marché. Donc là, ça fait un peu peur, mais c'est très, très sympa comme jeu. Donc Abyss, donc ça allie la beauté et le bon, on va dire. Dans Abyss, en fait, vous jouez dans un royaume dans les profondeurs insondables des océans. Et en fait, vous allez devoir acquérir des cartes alliées de différents peuples afin de pouvoir acheter des seigneurs et recruter des seigneurs. Et ces seigneurs, lorsqu'on a 3 clés, on va pouvoir acheter des lieux qui vont nous donner des points de victoire. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un côté stop ou encore avec l'achat des cartes. On récupère des cartes. Il y a le fait de pouvoir recruter les seigneurs que l'on souhaite avec de petites combos sympas et le fait de pouvoir avoir des lieux. Donc on se fait sa collection de seigneurs devant soi qui sont très joliment illustrés. On essaye d'avoir les lieux les plus porteurs en termes d'objectifs. On essaye de faire le bon choix au bon moment pour récupérer des sets de cartes qui vont nous rapporter des points de bonus en fin de partie, en plus de pouvoir nous permettre de recruter des seigneurs. Donc c'est un ensemble de petites mécaniques qui fait que le jeu marche très très bien. En plus, il y a 2 extensions qui sont sorties. La première d'ailleurs qui est absolument indispensable avec les perles noires, les Nébulis. Et une deuxième qui est sortie récemment, qui donne encore plus de profondeur au jeu pour ceux qui jouent et qui rejouent et qui rejouent. Voilà, donc Abyss en 7e position. Ensuite, en 6e, on va avoir un jeu de gestion, Tzolk'in. Donc c'est bien, hein, du coup, dans mes 10 jeux préférés, c'est très varié en fait. Alors, en 6e position, on a Tzolk'in. Alors Tzolk'in, c'est un jeu dont j'adore la façon dont l'auteur a géré le choix des actions. Donc en fait, on a une roue crantée. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va positionner nos ouvriers. On va positionner nos ouvriers sur les différentes familles d'actions. Donc en fait, il y en a 5, certaines pour obtenir à manger, d'autres pour obtenir des ressources, d'autres en rapport avec les dieux, d'autres sur les bâtiments. Voilà, il y en a tout un tas. Donc en fait, on va positionner ces ouvriers et en fait, à chaque tour, la roue va tourner et au plus on attend, au plus l'action de notre ouvrier sera puissante. Donc en fait, il y a le côté attendre le bon moment, où placer ses ouvriers. Il y a vraiment une question de priorisation que j'aime beaucoup et ça marche vraiment très très bien. Il y a tout un tas de façons de faire des points de victoire. Entre les dieux, les différents types de bâtiments, le fait de se développer, parce qu'il faut nourrir aussi ses ouvriers avec le maïs. Il y a vraiment tout un tas d'actions possibles. Et déjà, rien que la mécanique centrale avec ce mouvement de roue, je trouve ça absolument fabuleux. Donc chapeau encore à l'auteur pour cette superbe mécanique.
Zolkin, et en plus c'est super beau. Super beau, et le thème avec les Mayas, c'est très bien choisi. Alors ensuite, qu'avons-nous? Nous avons en 5e position Dungeon Twister. Alors bon, il y a quelques jeux qui sont plus édités dans mon top, mais je suis désolé. Mais un bon jeu reste un bon jeu. Donc peut-être un petit appel aux éditeurs pour rééditer certains fabuleux jeux. Alors Dungeon Twister. Prison particulièrement, parce qu'en fait on a des figurines absolument superbes à peindre. D'ailleurs vous pouvez voir sur mon blog jejouejepartage.fr, je montre des photos de toutes les figurines peintes. Et en fait Dungeon Twister, c'est à la fois un jeu de figurines, un dungeon crawler et un jeu abstrait. Donc là on les voit, les figurines, elles sont super jolies. Donc en fait, l'idée c'est qu'on va se constituer une bande de héros. L'idée c'est de réussir à sortir du côté opposé avec ces héros. On est dans un donjon, et en fait ce qui est sympa c'est qu'on va pouvoir faire tourner en fait les tuiles de façon à créer des chemins ou à enfermer. Donc il y a une interaction avec les figurines adverses parce qu'on va pouvoir les combattre. On a un système de points d'action qu'il faut bien gérer. Les figurines à la base elles sont cachées, on ne sait pas sous chaque jeton qu'est-ce que l'adversaire a mis. Donc il y a tout un tas de mécaniques qui est incroyable. Il y a le fait de pouvoir donc twister, tourner les tuiles. Il y a le fait de trouver des tactiques pour essayer de placer au bon endroit les bonnes figurines qui sont donc cachées. Il y a la gestion de ses cartes sur le nombre d'actions qu'on va faire à chaque tour. Donc il y a tout un tas de choses qui font que ce jeu est très riche, mais en même temps c'est fluide et c'est super sympa à jouer. Donc Dungeon Twister, un jeu à deux. J'espère qu'on aura l'occasion d'y jouer ensemble parce que c'est vraiment super chouette. En plus j'ai peint toutes les figurines, donc vous verrez, c'est encore plus agréable. Donc Dungeon Twister en 5e position. Alors en 4e position, on a un deuxième jeu de gestion dans mon top 10. Parce que même si c'est des mécaniques variées, j'aime beaucoup les jeux de gestion. Alors l'âge de pierre, 4e position. Alors l'âge de pierre, alors j'aime bien les jeux de gestion, mais j'aime bien quand c'est accessible aussi. Voilà, je veux pas forcément que ce soit un jeu où on se creuse les méninges pendant 4 heures pour faire un tour, mais un bon équilibre de tout ça. Donc là, moi j'adore les dés, donc en fait il y a une notion de dés avec un petit peu d'aléa, un petit peu de chance, pour réussir à avoir un maximum de ressources. Donc on envoie des ouvriers sur différents lieux en fait dans un village, donc ça se passe à l'âge de pierre. Donc on envoie des ouvriers à la chasse, à la pêche, récupérer certaines ressources. On réserve des cartes qui nous rapportent des points de victoire en fin de partie avec un système de multiplicateur. Il y a plusieurs familles de cartes qui sont sympas, donc en fait on fait une collection de cartes. On construit des huttes avec des développements qui nous rapportent des points de victoire en fin de partie. Donc il y a tout un tas d'orientations pour faire des points de victoire. Et comme dans tout bon jeu de poste d'ouvrier qui se respecte, il faut choisir à quel moment on met tel ou tel ouvrier à tel endroit. Donc en plus à deux ça tourne super bien parce qu'il y a pas mal d'interactions sur dans quel ordre on choisit, puisqu'en fait à chaque fois chaque action est en quantité limitée, donc si vous le faites, peut-être que votre adversaire ne pourra pas faire cette action là, donc c'est vraiment l'âge de pierre très sympa quoi. J'adore cette combinaison de stratégie et de chance, et c'est super joli aussi, c'est très agréable comme design. L'âge de pierre en 4e position. Alors ensuite, on arrive au trio de tête. Alors, en 3e position, on a Lord of Xylit. Alors ça aussi, c'est un jeu qui est plus édité.
Alors, attends, je crois que je l'ai oublié. Il est là. Alors, il est dans ma ludothèque, ici. Lord of Xidith. Je vais le récupérer. Hop, comme ça, vous pouvez voir à quoi il ressemble. Voilà, Lord of Xidith. Alors, c'est un jeu superbe. Moi, de toute façon, je suis fan de Libellude, hein. Ils font des jeux absolument splendides à chaque fois. Alors, Lord of Xidith, en fait, c'était un jeu qui était paru au début des années 90, qui avait thème sur l'Himalaya. Je ne sais plus le titre exact du jeu. Donc, c'était sa deuxième édition, là. Donc là, dans un monde fantastique que Libellude développe petit à petit. Donc, c'est un jeu de programmation. Alors, il y a énormément de matériel, parce qu'il y a plein de petites figurines, en fait, qui représentent différents types d'ouvriers. Donc, il y a des soldats, et des paysans, et des marchands. Et en fait, l'idée, ça va être de programmer ces actions pour combattre les monstres. En fait, pour recruter différents types d'ouvriers qui vont vous permettre de combattre des monstres et de vous faire gagner des points de victoire. Donc, vous avez aussi une notion de capture de territoire. Donc, quand vous réussissez à tuer un monstre, vous gagnez un point. Et si vous obtenez la majorité sur un territoire, en fait, vous gagnez des points de victoire supplémentaires. Et il y a une notion d'élimination. Donc, en fait, en fonction des phases, il va falloir être majoritaire sur certains items pour ne pas être éliminé du jeu. Et franchement, la combinaison, c'est toujours une question, voilà, dans mon top 10, ce qu'on voit souvent, c'est les combinaisons de mécaniques qui font que le jeu est encore plus intéressant que les autres. Donc là, on a la programmation, on a les majorités, on a le recrutement, on a le fait de aussi épargner des ressources à par endroit pour essayer d'être majoritaire. Je crois que c'est sur la zone centrale, en fait, on peut dépenser de l'or, enfin épargner de l'or là-dedans pour pouvoir avoir la majorité, sachant que c'est caché, on ne sait pas combien de sous mettent les gens, ça aussi c'est sympa. Donc il y a plein de choses à faire pendant le jeu et ça rend les parties très variées et avec une esthétique aussi belle. Je comprends pas que ce jeu soit plus édité parce que franchement je le trouve fabuleux et il marche très bien. Alors en deuxième on a La Havane. Alors là aussi c'est un jeu qui est plus édité. Alors La Havane, alors c'est un très joli jeu avec un design qui est un petit peu atypique dans son approche. C'est pas fantasy comme on connaît en ce moment avec des couleurs très flashy, style jeu vidéo, ce genre de choses là. Là c'est très sobre, un peu à la Vincent Dutrait. D'ailleurs c'est qui? Ah, c'est Michael Menzel qui a fait. C'est celui qui a fait Andor qui a illustré ce jeu d'ailleurs. Je me rappelais pas. Donc en fait, c'est un jeu de programmation d'action où on va en fait acheter des bâtiments grâce aux ressources qu'on va acquérir au fur et à mesure. On a chacun un deck avec 12 cartes action. Ce que je trouve fabuleux dans ce jeu, c'est qui est absolument génial, c'est vous allez choisir 2 actions face cachée chacun. Chaque action a un numéro. Au plus le chiffre est important et au plus l'action est forte et inversement. Et en fait vous allez choisir 2 actions, par exemple le 2 et le 1 et l'autre va choisir le 0 et le 2 et on va regarder qui a fait le plus petit chiffre, donc 0, 2 c'est plus petit par exemple. Et en fait c'est celui qui fera son action en premier. Donc celui qui a fait 1, 2 par exemple, ça fait 12, il joue en deuxième. Et l'ordre des actions a une importance. Donc à vous de doser la puissance de vos actions et la combinaison des actions pour soit jouer en premier, soit faire des actions les plus pertinentes pour embêter votre adversaire, parce qu'il y a quand même pas mal d'interactions dans ce jeu. On peut jouer 2 à 4 et à 2 c'est absolument fabuleux. C'est super bien. Et donc avec ces actions, vous allez acheter des ressources, vous allez réserver des choses, vous allez maximiser vos gains, vous allez handicaper l'adversaire,
lui retirer des cartes. Et en fait, chaque carte, une fois qu'elle est utilisée, elle est défaussée. Une des deux cartes est défaussée. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, en regardant bien ce que votre adversaire fait, vous savez à peu près les cartes qui lui restent. Et du coup, on fait un petit peu un pari sur je pense que l'adversaire va faire telle ou telle action. Donc il y a ce côté aussi recherche des actions de l'autre et contrer si on comprend un petit peu où va en venir l'adversaire. Et donc on recrute des tuiles comme ça qui vous rapportent des points de victoire. Donc il y a une course-poursuite à récupérer les meilleures tuiles. En plus, on ne peut pas recruter les tuiles qui sont dans le centre. Ça veut dire que quand on recrute une tuile, on ouvre de nouvelles opportunités à l'adversaire. Donc du coup, on se dit, si j'achète celle-là, est-ce que celle qui est derrière, ça ne va pas donner un avantage à mon adversaire? Donc vraiment, c'est un jeu absolument superbe. Je pense qu'il est sous-évalué par rapport au plaisir de jeu qu'on peut en avoir. Donc à tester dans notre ludothèque. Numéro 2, La Havane. Et le numéro 1, ça sera Suspense. Celui-là aussi, je l'ai oublié, tiens. Alors, où est-il? Il est là. Je le vois, le number 1. Alors, c'est stratégie plus des... C'est le Château de Bourgogne. Tintin. Très moche. Alors que moi, j'adore les beaux jeux. C'est le paradoxe. Donc, les Châteaux de Bourgogne, c'est pour dire à quel point il est bon. Hein, parce que... Un jeu moche mais que j'adore. Donc les châteaux de Bourgogne, en fait château de Bourgogne vous avez chacun un plateau individuel. J'aime bien les jeux avec des plateaux individuels, je trouve ça sympa de créer son petit monde devant soi, c'est toujours sympa, c'est un truc qui me plaît beaucoup ça. Donc en fait vous avez un plateau individuel qui représente votre domaine et dans ce domaine vous allez acheter des tuiles de différents types. Des mines, des bateaux, des châteaux, des animaux, tout un tas de choses. Et en fait, l'idée, c'est de réussir à recruter un maximum de tuiles dans votre tour pour gagner un maximum de points de victoire. Donc, il y a une notion aussi de commerce. Il y a des bâtiments qui ont des pouvoirs spéciaux. Donc, il va falloir comboter pour mettre les bons bâtiments qui vont vous permettre de mettre d'autres bâtiments ou qui vont vous permettre de rejouer, d'acheter d'autres tuiles. Donc c'est sympa, on utilise les dés au cœur de la mécanique pour choisir ses actions et pour placer ses éléments. On a aussi des ouvriers, on peut acheter des ouvriers qui modifient les valeurs de dés, donc qui réduisent considérablement l'aspect aléa. C'est un jeu de Stefan Feld, qui est un auteur très réputé pour la qualité de ses mécaniques. Donc c'est vraiment un superbe jeu. Il y a plein de plateaux différents qui fait qu'on renouvelle l'intérêt du jeu constamment. Donc c'est vraiment un jeu agréable et super sympa et c'est mon numéro 1. Voilà, donc vous connaissez désormais mon top 50 2018. Donc avec la pléthore de très bons jeux qui sortent, ça va, je pense, encore évoluer sur 2019. J'espère qu'on se verra dans ma boutique de la Peine-sur-Yvonne pour tester ces jeux ensemble, voilà, pour partager ces jeux ensemble. N'hésitez pas à aller voir mon site internet boutique.jejoujepartage.fr ou mon blog jejoujepartage.fr pour voir d'autres jeux et venir me voir dans ma boutique de la Peine. Tiens, pourquoi pas pour jouer à Pandémique. Voilà, écoutez, à bientôt.